Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on sous-estime souvent mais qui est là, tout le temps. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas vraiment, mais tu le ressens. Il influence ce que tu ressens dans tes relations, il te fait douter de toi ou au contraire, il te fait gonfler le torse. Il intervient quand tu réussis, quand tu échoues et aussi quand tu souffres. Ce sujet, c'est l'ego. L'ego, c'est pas juste de la fierté mal placée ou une histoire d'arrogance. Ce n'est pas non plus un mot fourre-tout qu'on balance dès qu'on parle développement perso. En réalité, l'ego, c'est un truc beaucoup plus profond que ça. Dans cet épisode, on va donc plonger ensemble dedans. On va voir ce que c'est vraiment, comment il s'est construit en nous et pourquoi il est là. Et surtout, comment il influence nos émotions, nos réactions, mais aussi notre manière de penser et d'agir. Et surtout, on verra comment on peut vivre avec lui, sans le laisser nous diriger en pilote automatique. Alors prends une bonne inspiration, installe-toi confortablement, on plonge dans le sujet. Pour bien comprendre l'ego, il ne suffit pas de dire que c'est une construction mentale. Il faut explorer en profondeur comment il se forme, pourquoi il existe et quel est son véritable rôle. Alors voilà, d'après Lise Bourbeau, l'ego, il vient de ce qu'on appelle l'énergie mentale. Tu sais, cette capacité qu'on a à réfléchir, analyser, planifier, en gros à cogiter sur tout ce qui nous arrive. C'est ça, notre mental. Et c'est à partir de là que l'ego commence à se construire. Alors Lise Bourbeau explique que l'ego est apparu le jour où l'être humain a pris conscience qu'il avait le choix. Le choix d'agir, de penser par lui-même, voire de dire oui ou non. Et ce moment-là, elle le symbolise avec l'histoire d'Adam et Ève. Tu sais, ce passage où ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance, eh bien pour elle, et je dis bien pour elle, c'est une métaphore. Ce fruit, c'est le mental, c'est le libre arbitre, et c'est là que l'ego entre en scène. À partir du moment où on se rend compte qu'on est un individu à part, séparé du reste, on devient aussi vulnérable. Et c'est là que l'ego arrive. C'est comme un mécanisme de défense en fait. Une sorte de bouclier pour nous aider à gérer ce sentiment de séparation, ce vide intérieur, mais aussi cette peur du rejet ou de l'abandon. Mais tu sais, et je le souligne, l'ego, ce n'est pas un monstre à abattre. Il n'est pas mauvais, entre parenthèses, par nature. Il est là pour nous aider à survivre à des moments où l'on a peur. C'est là que l'ego commence à se construire. Il s'est mis à créer des sortes de rôles ou des masques. Par exemple, devenir hyper performant et être considéré comme le meilleur pour être aimé. Tout contrôler pour ne plus jamais être blessé ou même fuir dès qu'une situation devient trop inconfortable. Chaque fois qu'on est blessé, on met en place un petit réflexe pour s'en protéger. Un réflexe qui, avec le temps, devient un automatisme. Et derrière ces automatismes, devine qui on retrouve ? L'ego. Encore lui. Il s'installe, il prend le volant et il fait tout pour qu'on n'ait plus jamais à revivre cette douleur. Sauf que voilà, il le fait à sa manière. Et ce qui est vraiment vicieux avec l'ego, c'est qu'il vit dans le passé. Il ne sait pas être ici et maintenant. Il fonctionne comme une vieille base de données. Il garde en mémoire toutes les fois où on a été rejeté, trahi, humilié. Et à partir de là, il fabrique des scénarios. Il anticipe, interprète et même surprotège. En fait, il est constamment en train de comparer ce qu'on vit aujourd'hui à ce qui nous a fait mal hier. Comme si tout ce qui se passe devait obligatoirement ressembler à une vieille blessure. Et ce qu'en dit Lise Bourbeau est très parlant. Elle explique que l'ego n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont. Il voit le monde à travers une paire de lunettes teintées par la peur. Il simplifie, déforme et surtout réduit la complexité du réel pour que ça colle à ses croyances. L'ego est donc l'addition de toutes nos croyances limitantes.
Tu sais, ces petites phrases qu'on se répète en boucle. Je ne mérite pas, je dois prouver ma valeur, on ne peut pas faire confiance aux gens. Chaque croyance est comme une brique qui alimente la structure égotique. Et plus on les renforce, plus l'ego devient solide. Lise Bourbeau parle même d'excroissance mentale. Une partie de nous qui s'est tellement hypertrophiée qu'elle s'est détachée de notre être profond. Et ce qui rend l'ego si difficile à repérer, c'est qu'il parle à notre place. Il dit « alors moi, oui mais moi, tu sais moi, mais moi je, mais ce n'est pas nous ». Il nous fait croire que nous avons besoin d'être reconnus, aimés et aussi validés pour exister, et nous persuade que sans lui, on est vulnérable et il agit comme un stratège invisible, toujours en train de négocier avec la réalité pour nous éviter la douleur et en nous apportant la gloire. Et en faisant cela, il nous coupe de notre vérité. Le vrai problème, c'est que notre conscience est très limitée. Nous ne sommes conscients que de 5 à 10% de ce qui se joue en nous. Cela veut dire que 90% de nos pensées et de nos réactions peuvent être facilement influencées par notre ego sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'il est crucial d'apprendre à l'observer. Maintenant qu'on a compris comment se forme l'ego, regardons en détail comment il agit au quotidien. Tout d'abord, l'ego agit sur notre perception. Il commence par s'infiltrer dans notre façon de voir le monde, et il ne regarde pas les choses telles qu'elles sont, mais les passe à travers un filtre. Ce filtre, c'est celui de nos anciennes blessures, de nos peurs et de nos insécurités. Et ce que tu vois, entends et ressens est influencé par ce prisme-là. Par exemple, Lise Bourbeau parle de l'ego comme d'une mémoire traumatique active. Ça veut dire qu'il est constamment en alerte, comme s'il cherchait en permanence une menace. Il analyse tout ce qui se passe autour de toi pour vérifier si quelque chose pourrait faire mal. Le problème, c'est qu'il le fait même quand il n'y a pas de danger. Et concrètement, ça donne quoi ? Ça donne que tu crois qu'on te critique alors qu'on te pose juste une question, ou qu'on te rejette alors que l'autre est peut-être juste fatigué. Et en fait, tu ne réagis pas à ce qui se passe réellement. Tu réagis parce que ton ego pense que ça signifie pour toi. Tu n'es pas dans le présent, tu es dans le passé, dans une ancienne peur qui se rejoue. Et c'est là que la perception devient biaisée. Parce que l'ego ne veut surtout pas que tu revives la douleur d'avant. Il préfère que tu t'éloignes, que tu attaques ou que tu t'effaces. Même si ce n'est pas du tout nécessaire. Et il préfère prévenir, quitte à se tromper, plutôt que de risquer de souffrir encore. Dans L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday, il décrit l'ego comme un saboteur de lucidité. Il parle d'illusion d'optique mentale que crée l'ego. On croit voir clair, mais on ne voit que nos propres projections. L'exemple classique, c'est au lieu de reconnaître notre propre peur ou colère, on la projette sur les autres. C'est un mécanisme de défense inconscient, et j'en ai parlé beaucoup plus en profondeur dans mon épisode 10 du podcast. Deuxième point, Ryan Holiday, dans son livre, divise le parcours de toutes les personnes en 3 phases. Il y a l'aspiration, la réussite et son ami l'échec. Et l'ego est présent à chacune de ces étapes. Pendant la montée, l'ego nous pousse à croire que l'on mérite déjà ce qu'on n'a pas encore accompli. Par exemple, il veut des résultats avant l'effort, mais aussi la reconnaissance avant la valeur. En fait, l'ego, il veut être vu, reconnu et entendu. Et pour ça, il va endosser des rôles, manipuler les apparences et aussi imiter ce qu'il pense que les autres attendent de lui. Dans le moment où le succès arrive, c'est souvent là que l'ego devient le plus dangereux. Il s'attribue tout le mérite, il se persuade qu'il est au-dessus des autres, qu'il mérite plus et qu'il est intouchable. Et ça, on peut le voir très concrètement dans certaines histoires médiatisées. Prenons l'exemple de P. Diddy. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails sordides,
Mais pour celles et ceux qui ne suivent pas l'actualité people ou judiciaire, il est accusé de faits extrêmement graves, notamment d'abus de pouvoir, de manipulation et d'agression. Et encore une fois, je ne dis pas que l'ego explique tout. Je ne dis pas non plus que c'est le seul déclencheur de la psychopathie de P. Diddy, bien sûr que non, mais ce qu'on peut observer dans son parcours, c'est comment un sentiment de toute puissance, nourri par le sentiment de réussite, la célébrité, l'argent et le contrôle, peut complètement déconnecter une personne de la réalité. Et c'est exactement ce que fait l'ego. Il nous coupe du réel, il nous isole dans une bulle où on croit qu'on n'a plus rien à apprendre, que tout nous est dû et que personne n'a le droit de nous remettre en question. Et c'est là que le piège se referme. Et puis, pour finir, il y a l'échec. Et là, c'est comme si l'ego perdait tous ses repères. Jusqu'ici, il se nourrissait des applaudissements, des regards d'admiration ou des réussites visibles. En fait, c'est ce qui lui donnait l'impression d'exister et de valoir quelque chose. Mais en réalité, il n'a pas de base solide à l'intérieur. Alors, dès que les signes extérieurs de succès disparaissent, tout s'effondre. Il n'a plus rien à quoi se raccrocher et il panique ou flanche comme une façade qui tombe. Là où une personne très connectée à elle-même peut voir l'échec comme un passage ou une leçon, l'ego, lui, voit ça comme une catastrophe. Parce que pour lui, échouer, c'est perdre de la valeur. C'est ne plus mériter d'être aimé et c'est même parfois ne plus mériter d'exister. Et c'est là qu'il peut se manifester de façon vraiment toxique. Chez certaines personnes, ça va être le déni. Genre non, c'est pas de ma faute, ils m'ont pas compris. Et chez les autres, c'est le désespoir total. Cette sensation d'être nul, fini et inutile. Donc l'ego ne sait pas perdre. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec Alexis Chen à l'Assemblée nationale. Il ne s'est pas lâché, il est accroché à l'image de soi qu'il s'est fabriquée. Et quand cette image s'effondre, il n'a plus rien pour tenir. C'est ici d'ailleurs que surgissent les formes les plus toxiques de souffrance liées à l'ego, dont l'impression d'être nul et sans valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'amertume envers ceux qui réussissent, ou alors le besoin compulsif de se justifier et le perfectionnisme qui paralyse. Bon, maintenant qu'on a bien compris d'où vient l'ego, comment il se construit et surtout comment il agit dans notre quotidien, on peut se demander « Ok, mais qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ? Comment je fais pour ne pas me laisser embarquer par lui tout le temps ?» La première chose à dire, et c'est super important, c'est qu'il ne s'agit pas de le combattre. Parce que l'ego adore les combats. Il adore avoir un adversaire, même quand cet adversaire, c'est lui-même. Donc si on se dit « faut que je me débarrasse de mon ego », il va juste trouver une autre façon de contrôler. Je donne l'exemple de la spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent s'être soi-disant débarrassées de leur ego, parce que c'est des personnes très spirituelles et croient être au-dessus des autres mentalement. Sauf que c'est pas toujours le cas, et ça peut être un énorme piège. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas se battre contre lui, mais c'est apprendre à l'observer. L'observer avec honnêteté, lucidité, mais sans se juger, juste voir. Noter quand il parle à notre place, quand il a besoin d'avoir raison de dominer, d'impressionner ou même de se défendre. Se dire tiens, là c'est mon ego qui réagit, pas moi. Et tu vas voir que rien que ça change tout. Parce qu'en faisant ça, tu reprends la main et tu redeviens le pilote. Ryan Holiday, dans L'ego et l'ennemi, parle beaucoup d'humilité. Pas l'humilité qui rabaisse, mais celle qui te permet de dire « Je suis humain, je ne sais pas tout, et je peux encore apprendre, même me tromper. Et malgré tout, ça ne diminue pas ma valeur. » Alors surtout, on n'oublie pas, l'ego c'est juste une partie de nous, il a été là pour nous protéger, et il a fait ce qu'il a pu. Et aujourd'hui, on peut choisir de vivre autrement, en conscience, et surtout en accord avec soi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'ego, comment il s'installe et surtout comment on peut commencer à reprendre un peu de pouvoir sur lui, doucement et avec bienveillance.
Dans le prochain épisode, des invités seront présents pour le 3e épisode débat du podcast. Et en attendant, merci d'avoir écouté cet épisode et n'oublie surtout pas, tu es suffisant et suffisante, exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée.